Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour une nouvelle aventure de cette émission. Alors, madame, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à Sabou. À Sabou, nous vous faisons découvrir, bien sûr, la mare au crocodile sacré de Sabou. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer le témoignage d'un membre de la famille royale. Il s'agit de monsieur Kaboré. Et dans la rubrique Revue de presse, nous recevrons Bébé Kodjo Kambou qui va faire le tour de l'actualité avec nous. Dans la rubrique invité du jour, nous partons à la découverte des métiers. Il s'agit notamment du métier du décorateur d'intérieur ou de l'extérieur. Donc nous parlerons de la finition des maisons avec monsieur Herman Congo qui a son entreprise qui intervient dans le domaine de la déco intérieure et extérieure. Nous en parlons tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. C'est mardi et la chronique du jour, c'est la chronique Nœud sur la société avec Serge Youssef Ouidrago. Nous nous intéressons aujourd'hui au caniveau boucher. Oui, c'est l'actualité, c'est justement la réalité, surtout au Burkina Faso, à Ouagadougou. On voit des caniveaux bouchés. Bouchés par quoi? Souvent des déchets, des sachets plastiques. Nous en parlons avec Serge Youssef Ouidrago dans la chronique Nœud sur la société. Nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau pour parler de leurs événements. Installez-vous confortablement et l'aventure débute tout de suite et maintenant avec la première rubrique à la découverte. Cette semaine, nous sommes installés dans le village de Sabou, plus précisément dans la mare au crocodile sacré donc de Sabou. Alors, il faut tout simplement vous rendre à 80 km de Ouagadougou sur la route de Bobo-Dioulasso pour visiter cette mare au crocodile sacré. Il faut rappeler que ce site, du moins, se situe au niveau de la commune de Sabou qui compte 14 villages, dont le village de Sabou où se trouve justement la mare au crocodile sacré. Et quand on parle de crocodile sacré donc de Sabou, il faut retenir que ce sont des crocodiles, ce sont les ancêtres en fait de la famille Kaboré de Sabou. Et pour plus nous raconter cette histoire, je vous invite à suivre le témoignage d'un membre de la famille royale. Il s'agit notamment de monsieur Kaboré qui nous reparle de l'histoire des crocodiles sacrés de Sabou. On y va. Je suis Alassane Kaboré et je suis de la famille royale de Sabou. L'histoire des crocodiles sacrés de Sabou a débuté lorsqu'un chasseur s'était rendu dans la forêt pour chasser du gibier. Pendant qu'il chassait et s'enfonçait dans la forêt, il s'est égaré. Il ne retrouvait plus le chemin du retour. Assommé par la faim, la soif et la fatigue, il a opté de se reposer et s'est endormi. Pendant son sommeil, quelque chose l'a touché. C'était la queue d'un crocodile. Le chasseur s'est réveillé et a vu l'animal. Mais au lieu de l'attaquer, le crocodile l'a amené vers une retenue d'eau. Il s'est désaltéré, a repris des forces et a retrouvé aussitôt la route de sa maison. Sa mésaventure a été vite racontée au sein de sa famille et de sa communauté. Et tous ont conclu que sans l'aide du crocodile, le chasseur allait périr dans la forêt. C'est pourquoi, depuis ce jour, le chasseur a ordonné à sa famille de ne plus consommer la viande de crocodile. Le barrage que vous avez visité a été creusé par notre ancêtre Naba Yemre. C'est après avoir retenu l'eau que les crocodiles se sont installés. Nous les princes, nous ne vénérons pas les crocodiles. Ce sont les chefs de terre et ceux de Dor qui les vénèrent. Et nous nous sommes dit que tout ce qui a vénéré est sacré pour tout Sabou. Et nous avons conclu que quiconque fait du mal à ces crocodiles peut subir le même sort. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine. Alors, on a dû creuser avec les mains. Et c'est l'œuvre de notre ancêtre que vous voyez à ma droite. Ce sont les chefs de terre et ceux de Dor qui les vénèrent. De nos jours, c'est devenu un site où tout le monde se rend, les Occidentaux comme les Africains.
Donc les romik bumbu, les tenga font bumbu, les Burkina font qui ne m'ont pas fait bumbu. Non l'homme ça sans désinga, il se grana tient war puga. Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso ya wina mo big la big kengi Suria Faso kombi kwense. Burkina Faso ya totinga, para tenga wen son kotonwa. Burkina Faso ya tote belemye, benar kai bila undama tela ye. Tela kaneto me isponga. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique Revue de presse. Et la revue de presse est présentée aujourd'hui par Bébé Kodio Kambo que nous retrouvons à présent. Bonjour et bienvenue Kambo. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent, bonjour les façons à ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui?
Alors, pour les savoir, nous allons parcourir les différentes unes, à commencer par la une de aujourd'hui au Faso ce matin. À la une de aujourd'hui au Faso, on lit ceci. Évaluation de la situation politique. Le MPSR échange avec une mission conjointe CEDEAO, Nations Unies. Expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, des mal en pis entre l'ex-Soudan français et l'ancienne métropole. Acte fondamental du MPSR, en attendant l'investiture, Damiba prend légalement son pouvoir. 163 terroristes neutralisés, l'opération La Bingole 1 nettoie le centre-nord. Mode alternatif de règlement des conflits dans les affaires, régler un litige sans passer devant un tribunal. Burkina Faso, le CMGA et le DG de l'ANR démis de leurs fonctions. Décès du Widi Naba Carfo, une grande bibliothèque s'est fermée. Donc voilà ce que nous apprenons aujourd'hui au Faso, aujourd'hui à sa une. Et à la une de l'Observateur Palga, l'on apprend ceci. Opération La Bingole 1, 163 terroristes neutralisés. Mission conjointe CEDEAO-ONU, nous avons trouvé nos interlocuteurs très ouverts, c'est selon Mahamat Saleh Anadif. Putsch à Ouaga, le MPSR promulgue sa constitution. Le CMGA et le DG de l'ANR éjectés, Bala a rejoint sa résidence. Procès Thomas Sankara, suspendu pour une bonne administration de la justice. Relation Mali-France, séparation des corps avant divorce, c'est à lire dans la rubrique Regard sur l'actualité à la page 5 de l'Observateur Palga ce matin. Cannes 2021, historique des confrontations entre le Burkina Faso et le Sénégal. Donc c'est pour parler de ce match de demain en demi-finale de la Cannes entre le Burkina Faso et le Sénégal. Et nous passons à la une du journal Le Pays. D'abord, dans la rubrique Révélation du journal Le Pays ce matin, l'on apprend ceci. Situation nationale, Alassane Bala Sakandé de retour à domicile. C'est à lire donc à la page 15. Soutien et offre de services tous azimuts au MPSR, la danse des vautours a commencé. Et dans la rubrique Mardi politique, c'est Maître Prosper Farama qui est à l'honneur et il déclare ceci. Ma confiance n'est ni dans la junte, ni dans la classe politique, encore moins au niveau des intellectuels. Ma confiance est dans la masse populaire. Prise du pouvoir par le MPSR, voici l'acte fondamental. Quel lendemain pour le Burkina? Interrogation à lire à la page 9 de Le Pays ce matin. Crise politique au Burkina et au Mali, l'ISPM interpelle l'UEMOA et la CEDEAO. Affaire Thomas Sankara, le procès reprend mercredi. Cannes Cameroun 2021, 2 quarts de finale aux émotions différentes. Et nous allons découvrir la une du journal Le Quotidien à présent. France-Mali, l'ambassadeur de France au Mali sommet de quitter Bamako dans un délai de 72 heures. Dr Claude Emeta Sambedo à propos de l'avènement du MPSR, lorsqu'un coup d'État électoral est la cadence qui anime une démocratie, il y aura toujours des coups d'État militaires pour corriger et rétablir la véritable démocratie. MPSR, le DG de l'ANR et le chef d'état-major général des armées relevés de leurs fonctions. Évaluation de la situation politique, le MPSR échange avec une mission conjointe CEDEAO, Nations Unies. Et nous découvrons à présent la une du quotidien d'État Sidoya. À la une des Sidoya ce matin, on lit Opération La Bingole 1, 163 terroristes neutralisés, du matériel récupéré. Actu vert, la forêt régionale du centre risque de disparaître. Assassinat Thomas Sankara et 12 autres, le procès reprend demain. Trait de plume, un bras de fer inopportun. Et pour terminer à Bzeta, nous allons voir la une de ce magazine édité par les éditions Le Pays, donc le magazine Votre Santé. On peut lire ceci donc à la une de ce magazine. Accident vasculaire cérébral, le tout sur un mal redoutable. Comment booster la fertilité masculine et améliorer la qualité du sperme? Interrogation. Grippe aviaire, il faut éviter de consommer la viande qui n'a pas été visitée
par les vétérinaires Dixit Aziz Siboney. Voici les 10 maladies qui touchent principalement l'autre moitié du ciel. Donc la femme. Voilà la femme. Okay. Amidou Ouedraogo, directeur exécutif du RAM. 40% des médecins généralistes sont en activité dans la seule région du centre où se trouve seulement 14% de la population totale. En tout cas, c'est très intéressant. Voilà, qui m'a fait donc à la lecture des unes ce matin à Zeta. Merci à toi, Kambo. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier, pour commencer, par la situation nationale. Le MPSR se dote d'un acte fondamental. Oui, Abzeta, il faut le dire, acte fondamental lu intégralement hier donc au journal des 13 heures de la télévision nationale. C'est un acte fondamental qui comprend 8 titres, voilà, dont le titre 1 par exemple est intitulé « Droits et devoirs de la personne humaine ». C'est un résumé un peu du titre 1 de la Constitution également, le titre 1 de la Constitution qui est intitulé « Droits et devoirs fondamentaux » donc, et qui se subdivise en 4 chapitres suivant un peu la classification tripartite des droits humains en droits de première, deuxième et troisième génération. Donc c'est un peu un rappel, j'allais dire une confirmation d'un certain nombre de principes, un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux qui se trouvent un peu dans la Constitution. Alors, le titre 2, par exemple, qui parle de l'État et de la souveraineté, est aussi un résumé du titre 2 de la Constitution qui parle de l'État et de la souveraineté nationale. Et au niveau du titre 3, par exemple, qui parle du MPSR, bon, c'est un peu une substitution, voilà, du titre 3 de la Constitution qui parle du président du Faso. Okay. Voilà, puisque le président du Faso a été débarqué par le MPSR. Donc, il fallait un titre 3 dans l'acte fondamental du MPSR qui parle du MPSR, et notamment, voilà, qui exerce un peu les fonctions du président du Faso actuellement. Donc, c'est un acte fondamental auquel il fallait s'attendre, puisqu'on sait que la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation un peu exceptionnelle. Et on s'attendait également à ce qu'à un moment donné, la Constitution soit rétablie. Et on ne peut pas rétablir la Constitution avec toutes ces dispositions, parce que cela mettrait un peu le MPSR dans une situation illégale. Donc, c'est ce vide juridique qui a été un peu comblé par cet acte fondamental, parce que la Constitution rétablie intégralement, voilà, met un peu le MPSR dans une situation illégale, comme je l'ai dit, et enlève tout fondement juridique à ses actions. Donc, on devait s'y attendre. C'est un acte fondamental du MPSR qui est un complément de la Constitution, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est un acte qui complète la Constitution et qui abroge en même temps certaines dispositions de la Constitution, notamment les dispositions constitutionnelles qui lui sont contraires. J'ai parlé ici du titre 3 de la Constitution, qui parle un peu du président du Faso et du gouvernement. Actuellement, on n'a pas de gouvernement, par exemple. Donc, c'est le MPSR qui concentre en son sein tous ses pouvoirs, et le pouvoir exécutif et le pouvoir réglementaire, puisque l'acte fondamental du MPSR dit que le président du MPSR, par exemple, peut légiférer par ordonnance. Donc, alors que dans la Constitution, il y a des dispositions, par exemple, qui parlent de l'Assemblée nationale, qui définissent un peu le domaine de la loi et le domaine du règlement. Ces dispositions de la Constitution, actuellement, se retrouvent caduques et remplacées donc par les dispositions de l'acte fondamental. Donc, on s'y attendait. Et voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'acte fondamental du MPSR qui a été lu intégralement hier donc, à la télévision nationale. Donc, cet acte vient dire que le président du MPSR est désormais le président donc, du Faso. Vous voyez pourquoi on ne parle plus uniquement de communiqués, mais il y a des décrets qui sont signés désormais par le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Parce qu'avant cet acte fondamental, il ne signait pas de décrets. Tous les actes, c'était des communiqués du MPSR. Mais depuis hier, il commence à signer des décrets parce que l'acte fondamental lui confère donc ce titre de président du Faso. Vous avez vu ces décrets qui relèvent un peu le chef d'état-major général des armées de ses fonctions, donc remplacé provisoirement par son adjoint, un peu pareil pour le DG de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc voilà un peu
d'autres mesures, en tout cas, qui ont accompagné hier cet acte fondamental du MPSR et qui ont également été lues intégralement à la télévision nationale. Et on retient que le président du MPSR a 2 vice-présidents. Oui, puisque l'acte fondamental du MPSR parle un peu donc, de la composition du MPSR. Donc, il parle d'un président, de 2 vice-présidents, un coordonnateur et des commissions. Okay. Mais l'acte fondamental précise en même temps que une ordonnance du président du FASO, donc le président du MPSR, viendra définir la composition et les attributions donc, du MPSR et le fonctionnement également donc, du MPSR. Donc on attend peut-être dans les jours à venir cette ordonnance du président qui va venir clarifier le fonctionnement et toute la composition un peu du MPSR. Parce que, je le disais ici, l'acte fondamental abroge un peu le titre 3 de la Constitution qui parle du président du FASO. Donc, toutes les attributions du président du FASO sont aujourd'hui détenues, si on peut le dire ainsi, par le président du MPSR. Il nomme aux hautes fonctions de l'État, il oriente la politique sécurité, un peu tout, comme le faisait le président. Donc, quand on parle d'ordonnance, la possibilité de prendre des ordonnances, ça veut dire que c'est une fonction législative qui lui est accordée. Donc, on a un MPSR aujourd'hui qui concentre en lui les fonctions de président du FASO et en même temps les fonctions de l'Assemblée nationale. Donc, une fonction exécutive et une fonction législative donc, à la fois, ce qui n'est pas prévu, par exemple, par l'ancienne Constitution. Donc, on ne pouvait pas rétablir l'ancienne Constitution intégralement sans prendre un acte qui complète un peu voilà, cette Constitution, notamment dans des dispositions qui sont incompatibles avec la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui le Burkina Faso. Donc voilà tout le sens de cet acte fondamental. Alors, hier, au journal de 20h de la télévision nationale, il y a eu l'éminent professeur Sanwe Meda Kienou, qui est le chef du département sciences juridiques et politiques de l'Université Nazi Bondebo du Lasso, qui a expliqué tout le sens de cet acte fondamental. Et tout ce que j'ai dit est en partie tiré de ces explications. Bien sûr. Et je rappelle également que c'est de lui que je détiens une grande partie de mes connaissances juridiques. Bien sûr, qui m'a enseigné, si on peut le dire ainsi. Il fut ton professeur. C'est bien cela. Ton ancien. Alors, Kambo, on passe à autre chose. On parle toujours donc du MPSR. Là, on parle de cette mission conjointe CEDEAO Nations Unies. Une mission quand même dont les membres ont été reçus par le MPSR. Oui, une mission conjointe CEDEAO Nations Unies reçue donc hier par le MPSR. Alors, c'est une mission qui est venue un peu examiner la situation politique actuelle, qui est venue également pour s'enquérir un peu de l'état de santé du président de Chirok Kaboré. Donc, ce qui a été chose faite. Alors, la mission de la CEDEAO était par exemple composée du président de la commission, donc le président de la commission de la CEDEAO, du représentant ou de la représentante résidente de la CEDEAO au Burkina Faso et des ministres des Affaires étrangères de 4 pays membres de la CEDEAO, à savoir notamment la ministre des Affaires étrangères du Ghana, celui du Nigeria, celui du Bénin et celui donc de la Gambie qui était là. Et une délégation des Nations Unies donc, qui était conduite aussi par le représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Donc c'est cette délégation conjointe donc, qui a pu échanger avec le MPSR hier. Donc comme je l'ai dit, le but c'était d'examiner la situation, voilà, de voir un peu quelle est la température voilà, politique. Et c'est une mission d'ailleurs qui fait suite à une première mission qui a été celle des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO, donc qui était là déjà samedi pour évaluer un peu la situation sécuritaire. Donc cette mission des ministres des Affaires étrangères vient évaluer la situation peut-être politique, si on peut le dire ainsi, en vue de fournir des rapports que devra examiner la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui doit se tenir donc dans 2 jours à Accra au Ghana. Donc ce sont des missions de prise de température, si on peut le dire ainsi. Alors, on attend de voir ce que les chefs d'État vont décider au Ghana, à Accra, donc le 3 février prochain, comme je l'ai dit, donc dans 2 jours. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette mission, la conclusion qui a été tirée par cette mission et qui est relayée largement par la presse ce matin, c'est que la mission conjointe CEDEAO Nations Unies trouve
que le MPSR est très ouvert donc, au dialogue. Voilà, un peu, on espère que le rapport qui sera fourni au chef d'État va ressembler un peu à cela. Donc, en fonction de cela, on verra si les chefs d'État vont prendre d'autres sanctions en plus de la suspension du Burkina Faso de toutes les instances donc, de la CEDEAO. Voilà. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au Burkina déjà, il y a des voix qui s'élèvent pour demander à la CEDEAO de ne pas empirer notre situation. Et j'espère que la CEDEAO va tirer les leçons de ce que les sanctions qui ont été prises contre le Mali voilà, ont eu à susciter comme tollé, par exemple, dans tous les pays de la CEDEAO. Donc, à eux de voir s'ils devront écouter peut-être leur peuple ou s'ils devront essayer de consolider voilà, les intérêts des chefs d'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est qualifiée de syndicat de chefs d'État. Donc, à eux d'en tirer conséquences et de savoir agir désormais. On attend de voir ce que dira le sommet en ce qui concerne le Burkina Faso. Et peut-être ce sommet pourrait être aussi une occasion de revenir sur les sanctions qui ont été prononcées contre le Mali, parce que ces sanctions, jusque-là, sont inopérantes. Donc, on espère qu'ils auront le bon sens de peut-être revenir sur les sanctions. D'abord, de ne pas prendre des sanctions économiques contre le Burkina et de réviser aussi les sanctions qui ont été prises contre le Mali. On attend de voir ce que tout cela va donner. Et ce qui est bien avec cette mission, c'est qu'on a pu voir l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, comme je l'ai dit, c'était l'un des objectifs voilà, de cette mission, s'enquérir également de l'état de santé du président déchu Roch Kaboré. Et visiblement, il semblait aller bien. Il semblait aller bien. On a vu les images donc, à travers voilà, les médias. Et on peut conclure que Roch Kaboré se porte bien. La mission également l'a relevé. Donc Roch Kaboré se porte bien. Il a pu échanger avec eux, il a pu les recevoir. On va dire quand même que c'est sa sortie officielle depuis le 24 janvier dernier. Oui, et peut-être depuis l'installation du comité de... Voilà, c'est ce comité qui avait été mis en place pour la réconciliation. Oui, effectivement. Parce que c'était la dernière fois qu'on a vu le chef d'État voilà, qui a présidé donc, cette cérémonie d'installation de ce comité. Et après, bon, on n'a pas pu encore le revoir jusqu'à ce que hier, cette mission conjointe CEDEAO Nations Unies, donc peut-être, voilà, lui rendre visite et que nous revoyons ces images à travers donc les médias. Voilà, on peut dire que bon, c'est bon quand même de faire de telle sorte que les Burkinabés puissent voir leur président, même s'il est déchu. Et puis surtout dans quelles conditions aussi il se trouve. Hein. Voilà. Donc c'est une manière, c'est une forme de communication aussi de la junte, voilà, pour dire qu'on ne maltraite personne. Voilà, nous avons agi parce que la situation l'exigeait, nous ne sommes pas méchants, on ne veut du mal à personne. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça, hein, si je dois comparer avec d'autres pays où quand même le président déchu était dans une situation peut-être pas confortable, où visiblement tu voyais que la personne était fatiguée, transpirait ou un peu... Et tout ça, c'est à saluer. Tout ça, c'est à saluer parce que dans d'autres pays, comme vous le dites, on a vu même des images peu honorables du président qui ont circulé, par exemple, comme voilà, vous l'avez si bien dit en Guinée, où on a vu ces images de Alpha Condé, l'école un peu débraillée. Franchement, c'était pas joli à voir. Donc, cette dignité du président du Faso a été respectée. Et l'acte fondamental du MPSR qui consacre aujourd'hui voilà, les droits humains, les libertés fondamentales et publiques, si on peut le dire ainsi, et tout cela témoigne de la bonne foi du MPSR. On espère que cela va continuer parce que c'est ce que tout le monde souhaite. Voilà, il faut rectifier voilà, tout en étant docile. C'est ça. Alors, comme autre chose, on parle insécurité, surtout lutte antiterroriste, l'opération Lambingol. Donc, c'est une opération à succès, on va dire. Oui, opération Lambingol, du nom donc de cette opération menée dans la région du Centre-Nord, en collaboration avec la force française Barkhane. C'était du 15 au 23
janvier. Alors, il y a eu d'autres opérations qui ont pu se mener dans d'autres régions, comme à l'Est par exemple, dans ce laps de temps. Mais nous parlons en tout cas de cette opération à succès, opération Labingol 1, et comme je l'ai dit, Labingol qui signifie nettoyer, donc en langue Fulfulde. Et comme le disent aujourd'hui beaucoup de journaux ce matin, le centre-nord a été vraiment nettoyé, puisque au bilan, on a côté ami un militaire tombé et 2 autres blessés, pour parler de l'opération Labingol 1, pré-isolement. Et côté ennemi, 163 terroristes neutralisés, dont une soixantaine au cours de la manœuvre conjointe avec Barkhane. Ça, c'est une précision qui est importante, parce qu'on a vu dans d'autres communautés et communiqués où Barkhane parlait d'une soixantaine de terroristes tués. Donc, l'armée burkinabé parle de 163 terroristes tués, mais de ces 163, il y a une soixantaine des terroristes donc tués au cours de la manœuvre conjointe armée burkinabé et puis Barkhane. Ça veut dire que la centaine des terroristes qui ont été tués l'ont été lors de manœuvres menées seulement par l'armée burkinabé. Donc on comprend pourquoi Barkhane parlait de 63 terroristes tués. Donc ce qui vient apporter un plus à ce bilan, c'est que de ces 163 terroristes tués, il y a un chef terroriste. Donc le chef terroriste de la zone de Kelbo, surnommé Abdraman, voilà, donc qui a été donc neutralisé. On parle également de 4 bases terroristes et un dépôt logistique qui ont été donc démantelés, de l'armement, des engins explosifs qui ont été donc récupérés. Donc on peut parler d'une opération à succès. On espère que d'ici là, les populations de la région du centre-nord seront soulagées. Et on le souhaite également pour les populations de toutes les régions qui sont sous menace terroriste au Burkina. Et on souhaite vraiment que ça continue ainsi. Voilà, c'est déjà de bons résultats. Bien sûr. Et pour finir, Kambou, au Mali, accordez-nous juste 2 minutes pour finir. L'ambassadeur français, donc, prié de plier bagages. Oui, l'ambassadeur français au Mali, Joël Meyer, qui est prié de plier bagages dans 72 heures. C'est à travers un communiqué donc, du ministre des Affaires étrangères qui a été lu à la télévision nationale, donc à l'ORTM, au niveau du Mali. Donc, il faut dire que c'est la suite logique de tensions diplomatiques entre la France et donc les nouvelles autorités maliennes, les autorités de la transition. Alors, c'est la conséquence également, si on peut le dire ainsi, d'une diplomatie courageuse des nouvelles autorités maliennes face donc à une attitude de la France teintée de paternalisme et j'allais dire de colonialisme. Ces autorités françaises qui ne veulent vraiment pas, voilà, et de suprématie, ce complexe de supériorité qui les a toujours animés et qui continue de les animer malheureusement. Donc on se rappelle que à un moment donné, lorsque la junte est arrivée, la France a décidé de retirer les forces Barkhane qui étaient basées à Kidal, à Tessalit et à Tombouctou. Donc ces forces-là qui ont été réduites d'abord dans un premier temps. Maintenant, le reste a été déployé à Gao, donc côté zone des 3 frontières. C'est après cela qu'on a vu cette sortie de Choguel Maïga, le Premier ministre malien, voilà, au niveau de la tribune donc, des Nations Unies, où il parlait d'un abandon en plein vol, ce qui a suscité des réactions du côté de la France. D'abord, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a réagi. Ensuite, on a eu une réaction de la ministre des Armées, Florence Parly. Et le président Macron lui-même, à un moment donné, a été obligé de réagir. Et tous avaient parlé en son temps d'autorités maliennes illégitimes, donc qui sont venus par coup d'État. Et on se rappelle de cette expression d'Emmanuel Macron qui parlait d'enfants de 2 coups d'État. Je vais terminer bientôt. Je vois que vous mettez un peu la pression au niveau des lauréates. Alors, donc, c'est ce qui a continué. Et depuis son temps, il y a eu un bras de fer. Voilà. Et à Noël, Macron devait venir à Gao pour passer Noël avec les troupes françaises. On a vu à la dernière minute cette visite qui a été annulée. Et on peut le dire un peu, la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, c'est un peu ce refoulement de 100 soldats danois de la force Takuba, donc qui étaient déjà déployés sans consulter les autorités maliennes. Donc les autorités maliennes ont estimé que ce déploiement s'est fait sans leur consentement. Donc on a décidé de refouler ces troupes.
Et les forces danoises ont été obligées de plier bagages et de repartir. Donc c'est en réaction à cela que Jean-Yves Le Drian a jeté encore de l'huile sur le feu en répétant une fois de plus que les autorités maliennes sont un peu illégitimes, elles ont peur de vérifier leur légitimité à travers le suffrage universel, les élections, elles veulent faire une transition de 5 ans, un peu, voilà, des propos comme ça. Donc, et après cela, on a déjà vu le ministre malien des Affaires étrangères qui a déjà réagi en disant que les insultes, ça ne fait pas de vous un grand, donc ce n'est pas un signe de grandeur, donc il n'a pas insulté. Voilà Jean-Yves Le Drian. Oui. Et on peut dire que c'est la suite logique de cette mise en demeure qui a été donc adressée à l'ambassadeur de France au Mali, qui dispose désormais de 72 heures pour quitter, donc 48 heures maintenant, puisque c'est depuis hier que l'acte lui a été notifié. Et voilà. Et ce qu'il faut souligner, c'est que du côté français, par exemple, on a vu cette réaction de la classe politique, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui ont réagi. Et ce qu'on constate à travers leurs réactions, c'est qu'ils disent tous que pendant que les forces françaises meurent au Mali, et voilà, c'est le Mali qui est humilié, à travers donc ces refoulements, si on peut le dire ainsi, de l'ambassadeur de France au Mali. C'est la France qui est humiliée. C'est la France plutôt qui est donc humiliée, alors que ce sont les soldats français qui meurent au Sahel pour les Maliens. Donc c'est un peu leur point de vue, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Ce que j'ai constaté dans leur réaction, c'est que même les opposants à Emmanuel Macron semblent soutenir Macron, semblent semblent défendre la France, au lieu de tout de suite dire que c'est Emmanuel Macron qui est la cause de cette humiliation de la France. Donc on sent une certaine unité parce que c'est la France qui est touchée. Le fait que l'ambassadeur français soit sur le point d'être expulsé, c'est la France qui est touchée et ils sont tous touchés dans leur amour-propre. Ça se sent dans leur réaction. Peut-être que c'était dans un État africain. Certainement. Si c'était dans un État africain, on allait avoir les opposants politiques qui vont commencer à s'en prendre au président qui est en place ou aux autorités qui sont en place, l'indexer en disant que c'est lui qui est la cause de tout cela. Mais ici, on a senti des politiciens, une classe politique unie face à une humiliation que subit la France au Mali. C'est quelque chose qui me touche. Et je crois que nous, Africains également, on devra s'inspirer de cela. Avoir cet amour-là nos pour la pays patrie sont touchés, il faut oublier les divisions politiques et puis aller dans le même sens parce que c'est notre patrie, la nation donc qui est blessée. Merci bien Kambo. Tu sais, c'est une actualité qui va certainement évoluer et nous allons revenir sur cette actualité les jours à venir à travers la revue de presse. Et pour accompagner Bébé Kodio Kambo aujourd'hui, je vous propose de suivre la météo de quelques villes d'affaires. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Vous entendez souvent parler de décoration intérieure, de décoration extérieure. Il faut savoir que ce sont des métiers qui interviennent dans les métiers de la finition. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité du jour que nous retrouvons juste après ça. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous Monsieur Herman Congo. Il est le directeur général de l'entreprise Baraka Déco et BTP. C'est une jeune entreprise qui intervient donc dans la finition des maisons. Donc, on parlera certainement de décoration intérieure et bien sûr de décoration extérieure et d'autres domaines donc de la finition des maisons. Bonjour à vous, Monsieur Congo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, on parle, vous êtes, pour commencer, vous êtes le directeur de l'entreprise Baraka Déco et BTP. Est-ce que vous pouvez plus nous présenter votre entreprise? Ok, déjà, merci beaucoup, Madame Nitiema. Sinon, Baraka Déco BTP, c'est une entreprise de décoration, comme son nom l'indique, déco et de BTP. Disons que la décoration, c'est beaucoup plus axé aux finitions. Et si je parle de finition, je parle bien sûr de la peinture, je parle de carrelage, je parle de staff, un peu de toiture. Je parle un peu de le paysage, le jardin, les cascades artificielles et les jets d'eau. Alors, ne vous en faites pas, vous allez voir tout ça en images tout à l'heure. C'est vraiment joli, très beau, merveilleux. Nous allons découvrir ça en images d'ici là. Alors, Monsieur Congo, depuis quand justement vous avez créé cette entreprise-là et qui sont notamment les membres de votre entreprise? Disons que l'entreprise est créée en 2020, comme on le disait tantôt. Il y a deux ans. 2 ans de cela. Ok. 2 ans de cela. Et maintenant, les membres, puisque Baraka Déco est né de l'idée d'ingénieurs et d'architectes, de paysagistes, ceux qui s'occupent des plantes, et aussi des décorateurs d'intérieur, décorateurs d'espace qui nous accompagnent, avec des gens aussi qui créent des objets d'art, notamment le recyclage des pneus, et avec aussi les monuments qu'on peut faire des lions, voilà, un peu d'animaux pour accompagner un peu la décoration. D'accord. Maintenant, on va peut-être prendre l'exemple par exemple. Quand on prend par exemple la décoration intérieure qui intervient dans le métier de la finition des maisons, qu'est-ce que c'est que la déco intérieure? Et la décoration d'intérieur, comme son nom l'indique, et déjà la décoration, c'est la propriété. C'est la propriété. C'est la propriété d'abord. Ce n'est pas le beau, la joliesse. Oui, ça fait partie. Okay. Mais à quoi sert d'embellir et si on ne peut pas prendre soin, si on ne peut pas nettoyer ou, je sais pas, un peu laver. Donc la décoration d'intérieur, comme je disais tantôt, c'est d'abord la décoration du sol, qui est les carreaux. On peut parler aussi de l'époxy 3D, graphique 3D. On peut parler de plancher PVC. Donc il y a pas mal de décoration de sol. Et si nous prenons le mur, nous pouvons parler de la peinture que nous utilisons pour la décoration. Mais on peut apporter de l'illusion avec des designs, des dessins, où on peut faire des fleurs, on peut faire des images pour accompagner un peu la décoration. Bien sûr, si Madame Nikema veut aussi, on peut faire son image pour mettre un peu sur le mur. Ah oui. Là, on appelle ça la décoration murale. Ça veut dire que là, moi, je vous donne une photo et puis vous... Et puis on met ça, on applique ça, on pose ça sur le mur. Sur le mur, par exemple. Tu rentres dans ta maison et puis voilà, tu as ta photo, image. Voilà. Et si on part un peu sur le toit, on peut parler de staff. Le staff qui est le plâtre. On utilise le plâtre pour faire le staff avec pas mal de dessins qu'on peut utiliser. Le staff qui est accompagné de luminaires, genre les petites lumières pour accompagner les lampes, pour accompagner la décoration de staff avec ces dessins bien sûr. Et donc voilà un peu, mais si on part un peu loin encore, nous avons les meubles. Les meubles aussi qui entrent aussi dans la décoration d'intérieur, puisque on ne peut pas parler de décoration d'intérieur sans parler on appelle ça couramment du divan. Voilà, on ne peut pas parler de décoration d'intérieur sans parler de ça. On ne peut pas parler de décoration d'intérieur sans parler des pots de fleurs qu'on utilise pour décorer.
Et voilà un peu cette grande famille, si je peux dire, de décoration d'intérieur. D'intérieur. Ouais. Alors, avec la complicité de la réalisation pilotée aujourd'hui par Michael, nous allons voir quelques images et on pourra avoir des explications justement avec Monsieur Congo sur ce plateau. On parle décoration d'intérieur et d'extérieur. Est-ce qu'on peut avoir les images? Alors, nous allons poursuivre en attendant. Ça, on parlait de la décoration intérieure, mais également, il y a ce qu'on appelle la décoration extérieure. Pour la décoration extérieure, de quoi il s'agit exactement? Pour la décoration extérieure, de ce que je disais tantôt, on peut parler de jardin. D'accord, Les plantes, le jardin. voilà, les plantes, le gazon, les fleurs. Donc, ça entre dans les éléments de la décoration. D'accord. Et pendant extérieure. qu'on parle, on a Voilà, maintenant voilà. les Donc, images. voilà un Et ça, exemple. quand même, ça, c'est le Et voilà, de décoration extérieure. extérieur. Le gazon avec une décoration et on a du gazon. On peut utiliser aussi des fleurs. Des fleurs pour appuyer un peu la décoration extérieure. Et de la décoration extérieure, nous pouvons parler des pavés qu'on applique, on pose à l'extérieur. Puisque les pavés aussi contribuent à la déco extérieure. On peut parler aussi de jet d'eau. Le jet d'eau, un peu, bon, on a l'habitude de voir ça dans les hôtels. Et le jet d'eau, l'eau qui jaillit, voilà, un peu, qui fait des figures souvent. Voilà, et on peut parler de ça. On peut parler aussi de cascades artificielles. Cascade artificielle. Le cascade Est-ce qu'on peut continuer avec les images pour qu'on voit les cascades artificielles? Voilà, C'est ça? Oui, oui, les cascades artificielles. Ok. Voilà, un peu Mais ça, c'est à comme- l'extérieur, non? Oui, ça c'est du papier peint, de cascade artificielle. Ok. Mais ça c'est appliqué un peu sur le mur. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller peut-être au cascade de Banfora, de voir de temps en temps Oui. à l'intérieur de leur salon, voilà, un peu de paysage. Donc, Et là, voilà, c'est au niveau des escaliers? non, voilà, ça c'est au niveau des escaliers, mais ça c'est de l'époxy, l'époxy 3D. Voilà, ça c'est de l'époxy qu'on applique sur les escaliers. Mais du coup, si on parle de décoration extérieure aussi, on parle de cascade, ce que je disais tantôt. Voilà, on peut aussi appliquer un peu de la résine. Au lieu de mettre des pavés, on peut mettre de la résine qui apporte aussi de la beauté à l'extérieur, avec des dessins, des figures qui accompagnent la décoration extérieure. D'accord. On va y aller toujours avec les images. Vous avez parlé tantôt de plafond. Voilà, de plafond. Ça, on a utilisé, c'est du staff, mais on a appliqué un peu de l'époxy graphique 3D. Quand on parle d'époxy graphique 3D, c'est les images. C'est les images, et là, vous voyez un peu, on dirait c'est le ciel que vous voyez. Donc, c'est un peu, ce sont ces images-là qu'on ajoute pour apporter, pour faire rêver les gens, faire rêver les clients. Du coup, quand à l'intérieur de ton salon, tu as cette image, du coup, tu te crois à l'extérieur. Voilà, du coup, tu te crois à l'extérieur. Donc, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, ce que vous avez derrière, c'est de l'époxy graphique 3D, où on peut faire des images un peu comme ce que vous voyez à l'écran. On peut aussi appliquer toutes sortes de serpents. Il y a toutes sortes d'images. D'accord. Bon, j'ai parlé de serpents, parce Oui. que voilà, on peut utiliser aussi d'images de serpents, des animaux, comme ce que vous voulez pour appliquer. Des baleines. Voilà, des baleines. Des Voilà, cilieux. voilà, mais du coup, c'est pas fait pour les peureux. Parce que quand on utilise des images vraiment qui font peur, on risque de faire peur même aux invités qui viennent nous rendre visite. Il y a des gens Donc, qui font de la déco, qui vous font appel pour, par exemple, dessiner des serpents au niveau des murs de leur chambre. Est-ce que vous avez des cas comme ça? Bon, c'est des images que nous prenons, des images que nous prenons et nous appliquons Voilà, c'est pas... Ok. Voilà, c'est pas avec C'est pas l'époxy pour 3D. dessiner, oui. Voilà, avec l'époxy 3D, on ne dessine pas. C'est Oui. des images qu'on prend pour incorporer. D'accord. Voilà, pour Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour faire incorporer, par exemple, des images de serpents au niveau de leur chambre? Moi, bon, je dirais pire que ça. Ah oui, pire que ça. Oui, Oh, mais ouais. décidément. Puisqu'il y a D'accord. des gens qui sont vraiment passionnés de, je sais pas, bon, ce que les gens ont peur, eux, ils n'ont pas peur. Du coup, il y a un client, lui, il a fait vraiment une décoration qui fait peur à ses invités. Du coup, quand les gens viennent, ils préfèrent rester sur la terrasse que de rentrer à l'intérieur de leur Ça, salon. c'est pas bon. On peut faire ça au niveau de sa chambre parce que ça, c'est privé, c'est c'est intime. privé, voilà. Mais si vous le faites au salon, Au ça veut dire salon, que vous voilà. risquez aussi de chasser... Les visiteurs.
Du même coup, est-ce que ça veut dire que la déco intérieure ou extérieure, ce n'est pas seulement, ça ne vise pas seulement le beau. Est-ce que ça peut viser autre chose? Je dirais oui, ça peut viser autre chose. Déjà, bon, le confort, parce que qui décore sa maison, c'est en même temps thérapeutique pour soi-même. Imaginez, vous rentrez dans votre salon et il y a une belle décoration. Du coup, vous êtes heureux. Et même si vous n'avez pas, je vais dire quoi, même si vous n'êtes pas content, du coup, quand vous voyez un peu la salle ou le salon aéré, vous êtes content. Et ça apporte encore un plus à votre humeur. D'accord. On parle de métier de finition. Donc, dans ce métier, quelles sont en fait les différentes composantes de ce métier de finition? Parce que ce n'est pas seulement la décoration intérieure et extérieure, il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Et on parle du coup de seconde heure. Et seconde heure, pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait au préalable. Je parle même du corps de la maison. Il y a eu une construction d'abord. Oui. Voilà, de l'implantation, de fondation, chaînage jusqu'à la toiture. Donc après ça maintenant, entre maintenant la finition. Et la finition, c'est tout ce qui est comme activité de sol, voilà, de mur ou de toiture. Si je prends le cas de sol, on voyait tantôt les images, les carreaux, l'époxy, les planchers époxy graphique 3D, dans le plancher époxy métallique qui a une couleur unique, dans le plancher époxy réflecteur aussi, qui a une couleur unique. Mais du coup, on peut jouer avec les couleurs. Et on peut aussi parler côté mural, on a la peinture. On a la peinture où on peut faire le mélange entre peinture et papier peint. On peut décider de prendre peut-être 2 pans de la mur et de nos murs pour faire de la peinture et de tout le coin pour faire le pose de pavé. Et je le pose de papier peint. Justement, dans un projet de construction d'une maison, c'est à quel moment vous intervenez? Et on intervient au moment où la construction même, bon, je dirais, est finie. Qui se finit avant la finition, bien sûr. Ça veut dire après l'élévation des murs, peut-être si c'est une maison à niveau où on doit faire des choses, écouler de la dalle. Voilà, on peut. En tout cas, c'est après avoir mis la toiture que nous on intervient. Pour déjà faire le crépissage. Et dans le crépissage aussi, on fait des crépissages décoratifs. Ah oui. Ouais, le crépissage décoratif. Pour le carrelage, il y a des carrelages décoratifs que vous faites. Oui. Par exemple, ça c'est vraiment beau. Oui, ça c'est de l'époxy métallique. Ok. Voilà, l'époxy métallique. Très beau. Merci. Monsieur Congo, est-ce que pour le cas du Burkina Faso, est-ce que les Burkinabés ont peut-être cette culture-là de faire toujours peut-être appel aux décorateurs d'intérieur ou d'extérieur, ou en tout cas aux spécialistes, à vous, pour les métiers de finition? Bon, je dirais... Est-ce qu'on a ça un peu dans la tête? Bon, avant, on n'avait pas ça dans la tête. Mais du coup, on est en train de voir que les gens commencent à entrer un peu. Parce que, bon, je dirais, ils ont été critiqués ou ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé. Du coup, tu fais un investissement de près de 20 millions pour construire ta maison. Et quand quelqu'un regarde, c'est comme si tu as misé, je vais dire, 5 millions. Puisque la finition, je vais dire, c'est la base même de la construction. Même si ta maison est construite comme si la finition est ratée, du coup, ton investissement aussi part à l'eau. Bon. Donc, du coup, les gens nous font appel, mais pas tout le monde. Parce que, bon, c'est pas tout le monde qui peut se payer ce luxe-là de nous faire appel pour qu'on utilise nos matériels et nos matériaux pour la décoration. Mais c'est en train de venir. Et du coup aussi, c'est notre objectif de mettre la décoration dans le mœurs des Burkinabés, pour leur montrer qu'ils doivent décorer aussi leur maison pour non seulement se faire plaisir, mais faire plaisir aussi aux visiteurs. Voilà. Et je vous prends au mot, vous avez parlé de luxe tantôt. Est-ce que ce n'est pas cher de faire appel à vos services pour de la déco intérieure ou extérieure ou pour des finitions? Bon, je ne dirais pas cher en tant que tel. Puisque ça dépend déjà de la qualité de la décoration que vous voulez. Voilà, des matériels et des matériaux qu'on va utiliser. Voilà, donc aussi,
et la taille, ça veut dire la taille de votre pièce. Par exemple, si c'est le salon, si c'est un grand salon, vous allez vous attendre à vraiment faire sortir beaucoup de fonds. Et du coup, si c'est un petit salon, voilà, du coup, le prix diminue, quoi. Et en fonction aussi des matériels, du design que vous voulez qu'on utilise. Vous pouvez faire des travaux de finition de 10 millions? Des travaux de finition de 10 millions, 10 oui, millions. souvent ça peut aller plus que ça. Plus que ça. Souvent ça peut aller plus que ça, puisque ça dépend de l'exigence du client. Mais est-ce que vous pouvez faire des travaux de finition d'1 million ou de 200 000? Du coup, c'est ce que je disais, puisque ça dépend de la pièce. Ça dépend de la pièce. Et ça dépend aussi du goût aussi du client. Plusieurs de ces clients, quand ils arrivent, ils te disent, bon, moi j'ai un budget de 1 million comme ça. Moi, je veux que tu me fasses une décoration intérieure de qualité. Donc, du coup, on essaie aussi de faire avec les moyens de bord, si on le dit ainsi, mais arriver à satisfaire le client aussi. Mais d'abord, vous faites bien sûr un travail préalable que vous oui. montrez à la personne la maquette. On va à la maquette, on fait un dessin, voilà, de ce qu'on va appliquer sur le mur, sur le sol, voilà, un peu aussi sur le toit. On va rester sur cette image. Par exemple, pour ça, si vous l'avez fait sur peut-être 2 étages, la personne a payé combien? Puisque on discute en termes de mètres carrés. Ah, d'accord. Voilà, c'est en termes de mètres carrés. La majorité des travaux que Barca Déco BTP fait et a l'habitude de faire, c'est en mètres carrés. Par exemple, si je prends l'exemple de l'époxy 3D, c'est en mètres carrés que nous faisons. Du coup aussi, ça dépend de l'image que vous voulez qu'on applique. Du coup, ça dépend aussi des couleurs que vous voulez qu'on applique. Par exemple, si c'est peut-être 5 couleurs comme ça, ça a un prix. Mais si c'est plus que ça, bon, ça aussi, il y a un prix à part. D'accord, on comprend. Hein. Monsieur Congo ne veut pas nous dire exactement combien vous pouvez payer pour des travaux de finition. Ça dépend, ça dépend en fait. Ça dépend, ouais. On va parler maintenant de votre formation, une formation que vous organisez, une conférence du moins que vous organisez le 19 février prochain. Donc, dites-nous comment ça va se passer. Et du coup, la conférence est déjà apportée, si on peut dire, une sensibilisation et d'information du coup. Et je dirais sensibilisation, pourquoi? C'est d'amener les Burkinabés à ajouter la décoration et la qualité de la finition dans leur maison, dans leur construction. Et ajouter ça du coup dans leur budget, dans le budget qu'ils vont voter pour la construction et pour la finition de leur maison. Ça, c'est déjà ça. Il y a aussi parler du métier de la finition. Du coup, on n'en parle pas trop. Pourtant, le métier de la finition regroupe, je peux dire, beaucoup de corps de métier à la fois. Okay. Si je prends déjà, on a des carreleurs qui doivent intervenir, on a des gens qui doivent peindre, des peintres qui doivent venir, ceux qui doivent mettre le staff, ceux qui doivent mettre du gazon. Bon, imaginons si vous devrez utiliser tous ces corps de métier. On n'a pas moins de 15 corps de métier dans un travail, dans des travaux de finition. Pas moins de 15, voilà. Donc, du coup, on va parler ça veut dire les enjeux. Parce que le thème, pour rappeler justement, c'est le métier de la finition, décoration intérieure et extérieure, enjeux et opportunités. Effectivement. Donc, c'est ça le thème. Quand on parle d'enjeux, on parle de problème, et quand on parle d'opportunités, ce qu'on peut gagner vraiment en s'imitant. Et quand je parle de finition, il y a beaucoup de travail à l'intérieur. On a pas mal de travail à l'intérieur, donc du coup, tout le monde peut avoir son pain dedans. Voilà, donc c'est pas que j'ai pas fait une formation en génie civil ou j'ai pas fait une formation, je sais pas, en décoration d'intérieur ou en décoration extérieure, où je suis pas architecte, du coup, je peux pas me lancer dans la finition. Et c'est de ça qu'on veut parler d'abord. Du coup aussi, on veut mettre l'accent aussi sur nos frères qui ont les compétences de la finition et qui ne veulent pas vraiment partager. Ah oui. Ouais, qui ne veulent pas vraiment partager. Puisqu'il y a d'autres qui pensent que non, le savoir, c'est pour eux et pour eux seuls. Donc, nous pensons que non, on doit extérioriser parce qu'il y a pas mal de chantiers. Pour ne pas dire que... Et vous ne devrez pas être nombreux, je crois. Bon, non. Ceux qui interviennent dans ces métiers de définition, on n'est pas nombreux. Du coup, nos jeunes frères sont en train de rétrécir un peu le cercle, pensant que non, et peut-être si vous formez quelqu'un, c'est un concurrent que vous formez à la fois. Sûr. Pourtant, il faut voir ça sur un autre axe. Il faut partager le savoir. Il faut partager le savoir.
Parce que même si on ne le fait pas, d'autres personnes viendront le faire. Et du coup, nous sommes en compétition, je peux le dire. Pour être extrémiste, nous sommes en guerre de compétences. Si on prend l'exemple de peut-être l'immeuble de tonton Ibomaf comme temps, quand on regarde la majorité des travaux qui ont été effectués sur ce chantier, c'est des Blancs qui sont venus de l'extérieur. Du coup, c'est parce qu'il n'y a pas les compétences ici qu'on a fait appel à ces Blancs-là de venir faire ces travaux. Et si on avait ces compétences ici, on pouvait faire partie de ce projet. Bien sûr. Voilà, donc c'est déjà amener ces gens-là à extérioriser les compétences, si je peux dire, en formant les gens, parce qu'on n'a même pas encore commencé vraiment à décorer. Il y a pas mal de chantiers. Je peux prendre par exemple le cas du paysage. Ça veut dire le jardin, et le gazon, les fleurs et même les cascades artificielles. Quand vous regardez un peu partout, c'est au niveau des ronds-points qu'on a l'habitude de le faire. Si je parle des projets publics. Et du coup, on a pas mal de ronds-points qui n'ont pas encore ces genres de choses. Bien Donc sûr. ça, c'est déjà des chantiers qu'on n'a même pas encore engagés. D'accord. Voilà. Alors, on va avancer. Le temps risque de nous faire défaut. D'ici là, on va voir aussi des petites vidéos que vous nous avez envoyées concernant cascades. la déco ou les Les cascades fleurs, ou ces jets d'eau les que jets vous d'eau, avez réalisés. Pour la conférence du 19 février, quelles sont les conditions d'accès ou bien c'est ouvert au public? C'est ouvert au public. Du coup, la conférence, elle est gratuite. D'accord. C'est Elle va se gratuit, passer où? Et bon, pour le moment, le lieu n'est pas encore exact. Ok. Mais on pense que d'ici là, voilà, avec votre permission, on va vous donner le lieu pour que vous puissiez dire un peu à ceux qui nous D'accord. suivent. Donc, une conférence pour parler du métier de la finition et surtout donc de ceux qui interviennent dans ce métier. Ça sera le 19 février. Les lieux seront donc à préciser. Mais après, justement, cette conférence, vous envisagez aussi des formations dans le mois de mars. Vous avez parlé tantôt du fait que beaucoup n'aiment pas partager dans votre métier. Est-ce que c'est la raison qui vous a poussé à aller vers des formations? Parce que vous avez un objectif, c'est de former un certain nombre de jeunes dans ce métier de finition. Bon, du coup, ces formations, c'est pour résoudre un peu à ce problème, je disais, de manque de partage, si je peux le dire ainsi, de nos frères. Voilà. Donc, c'est du coup à cause de ça que nous organisons ces formations. 10 corps de métier que nous voulons former nos jeunes frères. Du coup, pour nous aussi, c'est de contribuer à réduire le taux de chômage et de contribuer du coup à augmenter, si je peux dire ainsi, les compétences de nos ouvriers, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans le métier et qui peinent vraiment à se recycler, si je peux dire, à se recycler, puisque du coup, ils ont les anciens modèles de décoration, venir seulement peindre et puis repartir. Oui. Du coup, ils n'ont pas vraiment le goût, déjà même de faire agencer les couleurs. Et on arrive, ce que les clients disent, c'est ce qu'on applique. Et surtout, souvent, c'est pas ce que... Voilà. Le client, lui, c'est un profane, je veux dire, c'est un amateur. Il n'a aucune idée là-dessus. C'est à vous de proposer le bon goût. Parce que si vous finissez de faire, le client ne va pas dire que c'est moi je l'ai proposé ou c'est moi je l'ai exigé. On va dire que c'est l'ouvrier qui est venu faire comme ça. Et donc, du coup, c'est votre conquête. Donc, déjà, c'est de montrer à ces gens-là comment on peut agencer les couleurs dans la décoration. Donc, voilà. Et pour cette formation, elle sera payante? Oui, pour les formations, ça serait payante, mais à des prix vraiment étudiés. Des prix étudiés, c'est combien? Des réductions un peu, puisque je disais tantôt, il y a 10 corps de métier. Donc, du coup, sur chaque corps de métier, chaque corps de métier a son prix. Mais disons, on peut donner un intervalle, c'est des formations de 35 000 francs à 100 000. Ok. Et voilà. On a compris, notre temps est terminé. On va quand même revenir à quelques images rapidement donc de l'entreprise de Monsieur Congo. C'est vraiment beau, ça c'est le jardin. Et puis on va aller rapidement sur les images pour permettre aux téléspectateurs encore de voir de quoi il s'agit quand on parle de décoration intérieure et extérieure. Merci à vous. On va certainement dans le mois de mars revenir sur les formations que vous comptez donner à 1000 ouvriers au moins donc pour travailler dans 10 corps de métier de la finition. Merci à vous, Monsieur Congo. Merci beaucoup, Madame Ntiema. On va vous permettre, bien sûr, de donner des numéros. Ok. Si vous voulez nous joindre, bien sûr, et on répond au numéro 71 92 49 47. 71 92 49 47, qui est le numéro WhatsApp en même temps, où on peut échanger.
et aussi le numéro 76 07 89 27. Voilà. Ok. Donc, du coup, Et puis voilà, merci, on vous souhaite beaucoup de succès. Nous, en Merci tout cas, on a beaucoup. beaucoup appris sur votre métier, le métier de la finition. Nous étions avec M. Herman Congo, qui est le directeur général de l'entreprise Baraka Déco et BTP. Il faut rappeler que c'est une entreprise évoluant dans le domaine de la finition des maisons. Donc, on a parlé décoration intérieure et extérieure. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de retrouver d'autres. PC on the beat. Je suis une femme battante, je passe souvent le temps. Je m'en vais souvent travailler, non j'ai pas le temps. Elles veulent que je raconte des ragots, mais j'ai pas ce temps. On dit que l'on mangera à la sueur de son front. Ni baraka baraka, et bien à Dominique. Y'a pas de sommet Dieu, ce que femme veut Dieu veut. Femme tu dois batailler pour avoir ce que tu veux. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps pour les histoires inutiles. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. Mon âme, je l'ai choisi, c'est pas par nécessité. Je suis une femme moderne et je dois m'affirmer. Femme battante, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Femme battante, elle roule la Range Rover. Femme battante, elle voyage partout de Londres à Dubaï. Femme battante, elle ne se décourage pas. Femme battante, elle avance malgré les obstacles. On parle de femme battante, dédicace à toutes celles-là. Pour les histoires inutiles. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. C'est bon, c'est bon. Quand tu as ton argent, à quand il est, puis mais à son beau. C'est ça la vraie femme battante, celle qui se bat jour et nuit pour son bonheur. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. Nous poursuivons avec cette aventure et aujourd'hui, nous parlons du festival Festibro. Donc, on va dire que c'est le festival des brochettes avec le promoteur sur ce plateau, Monsieur Abdoulaye Ouedraogo. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, comment cette journée? Ça va bien et chez vous? Merci, tranquille. On parle de brochettes, on parle de Festibro, donc tout de suite, ça donne envie de manger. Bon, parlez-nous justement de ce festival dont vous êtes le promoteur. Alors, Festibro, c'est le festival des brochettes. Ça fait pratiquement 8 ans que nous sommes en train de l'organiser. Voilà. Et c'est la deuxième édition à Ouagadougou. Voilà. Festibro, c'est quoi? C'est d'abord un festival gastronomique, c'est-à-dire il y a des brochettes, voilà, il y a à manger à gogo. Et ce qui est bien à Festibro, c'est qu'on a une grande compétition de plus grands mangeurs de brochettes. Ah voilà. oui. Oui, vous venez manger les brochettes gratuitement, vous en avez mangé assez, vous repartez avec une moto. Ah oui? Oui, bien sûr. Oh là là, Festibro, ça. c'est aussi l'élection Miss Festibro. Festibro. Et là, Ok. on ne met pas l'accent forcément sur la beauté, on met l'accent plus sur la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, nos petites soeurs, c'est un peu compliqué cette affaire de cuisine-là. Non, on les amène à
avoir, c'est-à-dire avoir le savoir-faire pardon, dans tout ce qui est cuisine, les mets locaux surtout. Voilà. À devenir des cordons bleus. Voilà. Festibro, c'est également une tombola. Vous payez un ticket à 1000 francs et vous avez la chance de repartir avec une moto toute neuve. Festibro, c'est aussi un lieu de retrouvailles où on se retrouve pratiquement 2000 personnes se retrouvent sur place pour une grande promotion de la musique burkinabé. À la base, c'était ça. Puisque, en étant un homme de médias, je voulais faire découvrir nos jeunes talents à la population. Donc j'ai organisé, bien sûr, un festival. Mais quand tu dis festival de la musique burkinabé, ça va être un peu compliqué dans le temps. Voilà. Alors je me suis dit, qui n'aime pas manger? Allons-y manger. Donc j'ai fait Festibro, Festival de brochette, mais je mets l'accent sur les artistes burkinabés. D'accord. Donc on mange et en même temps il y a un plateau artistique. Tranquillement. On en vient justement au programme de cette édition. Qu'est-ce qui est prévu? Alors qu'est-ce qui est prévu? Il y a déjà 20 artistes de par le Burkina Faso qui seront sur place. Voilà. Des artistes qui viennent de Bobo, des artistes qui sont de Ouaga, des artistes qui viennent de Banfora, de Ouaguia, de Dedou, de Koudou. Ils seront là. Et en plus de ça, nous avons, bien sûr, comme je le disais, ces grands jeux-là qui seront organisés. Voilà. Et sur place, ce qui est bien, c'est que sur place, on a un DJ qui met en haleine les gens fortement. Et d'ailleurs, ça commence déjà demain et on pourra projeter en direct le match des étalons. Qu'est-ce que je dis? La victoire des étalons. Merci. D'accord. Donc ça veut dire que bien sûr, il y a l'écran géant qui est là. Ça veut dire qu'on peut manger, boire, écouter de la bonne musique à Festibro. Ouais. J'aimerais quand même qu'on revienne à cette compétition du plus grand mangeur de brochettes. Ouais. Je suppose que ça se passait habituellement pour les autres éditions qui sont passées. Comment vous organisez en fait cette compétition? Alors c'est très simple. Vous arrivez, on demande au micro les candidats, ceux-là qui veulent bien sûr manger. C'est chaque soir ou bien? Chaque soir. Ok. On cherche 3 personnes chaque soir. D'accord. Ils viennent s'inscrire, ils valent généralement 10 à 20 personnes, mais on choisit 5 personnes qui vont compétir. On a 3 personnes, les meilleurs mangeurs de brochettes, parce que si je vous dis qu'il y en a qui sont capables de manger 40 baguettes de brochettes en 3 minutes, est-ce que vous allez me croire? Je ne sais pas comment ils font en tout cas, mais c'est incroyable. Ça dit, ils enlèvent, ils ramassent comme du riz là, et ils gâtent le coin, c'est pas possible. Voilà, donc il y a 3 personnes chaque nuit, et on trouve le moyen de pouvoir avoir au moins 5 personnes, voilà, les 5 meilleurs pour bien sûr la finale. Vous arrivez, on vous donne un plateau, avec de l'eau à côté bien sûr, vous mangez. Votre travail c'est de manger. C'est simple. Voilà. Et c'est gratuit. Ok. Voilà. D'accord, vous ne payez pas les brochettes que vous mangez. Vous mangez si vous avez été la personne qui a mangé plus de brochettes, vous repartez avec une moto. Toute neuve. D'accord. Et pour Miss Festibro, là vous avez dit c'est l'art culinaire. Essentiellement. C'est tout au long du festival? Oui, à vérité, puisque Festibro c'est Ouaga, c'est Banfora et c'est Bobo. D'accord. On va choisir les filles à Ouaga déjà, on va en choisir à Banfora, à Bobo aussi, et la finale se passera à Bobo. À Bobo. Voilà. Et la mise se repartira avec une très belle moto-scooter. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, on va justement venir au programme, parce que vous l'avez dit, Festibro, c'est dans 3 villes. Dites-nous, ça se passe quelle date? Alors, à Ouaga, déjà, c'est du 2 au 6, ça dit ça commence demain. Demain. Et demain, c'est important de le rappeler, on va sur la victoire des étalons sur le site. C'est très important sur un écran géant. Et à Banfora, ça sera bien sûr du 4 au 9 mars. Voilà, et à Bobo, du 18 au 22 mai. Ok. Pour Ouagadougou, ça débute demain. Demain. Et ça, c'est où? C'est sur la place de la Colombe, à Tampuy. À Tampuy. Oui. D'accord. Alors, et pour participer, peut-être avoir accès à l'espace de Festibro, est-ce qu'on doit donner de l'argent, on doit payer? Oui, bien sûr, il y a des stands. Il y a des stands qui sont disponibles à seulement 200 000 francs. Voilà, un stand brochette et maquis en même temps. D'accord. Vous avez un stand brochette et en même temps, vous avez la restauration. C'est-à-dire maquis et restauration, voilà, pour 5 jours. 5 jours, 200 000 francs. C'est cadeau. Et maintenant, pour le public, c'est ouvert? C'est ouvert, bien sûr. L'entrée n'est pas payante. Parce que de toutes les façons, j'ai dit, c'est la promotion de la musique burkinabé. Venez découvrir. Vous en connaissez à Ouaga certainement. Mais peut-être vous ne connaissez pas les artistes venant de Bobo, les artistes venant de Koudou, les artistes venant de Ouaguia. Venez découvrir, vous serez heureux. Parce qu'on a de véritables talents au Burkina Faso, en toute sincérité.
Alors, Monsieur Ouedraogo vous permet de laisser un contact pour tous ceux qui souhaitent des Merci stands. beaucoup. Alors, le contact, c'est le 75 16 28 16. Je répète, 75 16 28 16. D'accord, on termine par votre appel à l'endroit de la population, pas seulement de Tampuy, mais également, bien sûr, de Ouagadougou. Voilà, alors l'appel c'est venez, on va faire la fête. Déjà demain, on commence par la grande victoire, bien sûr, des étalons, et on va continuer avec la fête. Il y a des motos, il y a la bonne bouffe, parce que c'est pas seulement que des brochettes, il y a des frites, il y a des alocos, il y a beaucoup de choses à la fois. Va avec. Voilà, donc je vous invite, sortez nombreux, on va, comme on aime le dire, on va gâter le coin. Merci bien. Merci d'être passé sur le plateau de Bonjour le Faso. Nous étions avec Abdoulaye Ouedraogo, promoteur de Festibro, pour parler de ce festival de brochettes. Pour la première phase, retenez que ça se passe à partir de 2 février jusqu'au 6 à Ouagadougou. C'est ici qu'on s'arrête avec l'entretien avec M. Ouedraogo et nous raccompagnons notre invité avec ceci, le temps d'installer YouTube. Aujourd'hui, c'est mardi, la chronique du jour, c'est la chronique Un nœud sur la société. Et pour chaque mardi, nous sommes avec Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Bonjour Abzeta. Bienvenue sur notre plateau. On parle aujourd'hui des caniveaux bouchés, pour ne pas dire l'état des caniveaux au Burkina Faso, à Ouagadougou en particulier. Alors Youssef, quel est le constat que tu fais sur la situation des caniveaux aujourd'hui, l'état de ces caniveaux au Burkina, l'usage donc de la population? Quel est le constat que tu fais en général? Il faut dire déjà, quand on sort dans la ville de Ouagadougou où nous vivons, même dans d'autres villes aussi où on y va de temps en temps, le constat n'est pas favorable parce que beaucoup de caniveaux sont bouchés. Dans la mesure où vous voyez que les ordures ménagères sont remplies, sont versées, voilà, et les caniveaux sont fermés. Voilà. Et quand vous partez encore loin, vous voyez qu'il y a des emballages. Surtout, il y a des riverains des caniveaux qui sont installés à côté des riverains, surtout les commerçants. Quand ils vendent, au lieu d'aller mettre ça ailleurs, c'est les caniveaux qui sont en face d'eux, qui sont les dépotoirs. En même temps, on déverse les emballages et dans les circuits d'évacuation. Et quand l'eau vient, l'eau ne peut pas passer. Il y a aussi que la population elle-même. Voilà, vous savez que la population, elle est vidante des WC. Il y a certaines personnes qui ont essayé de faire des connexions directement avec les caniveaux. Donc, ils n'ont pas de puits perdus chez eux. Donc, ce sont les caniveaux qui sont les puits perdus. Donc, directement, ils évacuent l'eau des toilettes. Voilà, donc, c'est comme ça. Et ça fait que c'est vraiment déplorable. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a l'état de la nature aussi. Quand il y a l'eau, le ruissellement fait que certains éléments passent par les caniveaux et puis il y a le sable et tout ça. Donc, mais l'être humain même fait beaucoup de mauvaises choses par rapport à ces caniveaux. Je pense même que c'est l'homme qui cause plus de dégâts à ces caniveaux que la nature. On voit un peu les sachets, on voit un peu l'eau puante donc, de ces toilettes-là qui se retrouvent dans les caniveaux. Alors, Youssef, pourquoi ces actes? Pourquoi, en fait, la population, les riverains n'entretiennent pas assez donc ces caniveaux? Est-ce que peut-être c'est par méconnaissance, par ignorance ou c'est la méchanceté? Bon, quand on dit c'est par ignorance, c'est trop dit. Parce que quand vous-même, vous construisez votre maison, et vous êtes tenu de prendre soin de la maison, de nettoyer, de balayer de temps en temps la cour propre. Donc c'est la même chose quand on vous donne des caniveaux à travers la construction de l'État. Tu vois l'exemple là. Donc, voilà. Ça veut dire que le caniveau il est déjà bouché. Il y a l'eau sale, il y a des sachets, et puis je pense que c'est l'exemple parfait, qu'on le trouve un peu. Voilà, donc vous voyez comme ça que là, on ne peut pas dire que c'est la nature qui a envoyé. Voilà, c'est la population elle-même qui verse les emballages. Voilà, d'autres, ils n'ont pas de poubelle. La poubelle, là, ce sont les caniveaux. Donc, on peut dire que c'est pas pure méchanceté. C'est pas par ignorance. D'accord. C'est pas pure méchanceté. Tu vois, merci en tout cas à Micheline Zongo qui nous a ramené ces images de la ville. C'est dommage.
Comment l'eau peut passer dans ça. passer. Et d'ici là, que la saison pluvieuse arrive et qu'on va rencontrer encore les mêmes difficultés et ça ne sert pas de leçon. Alors, Youssef, est-ce que justement les services d'hygiène de la mairie fonctionnent ou encore regardent encore ces caniveaux, contrôlent ces caniveaux-là au niveau de la ville de Ouagadougou? Oui, les services d'hygiène de la mairie fonctionnent. C'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens. Fonctionne bien. Bon, je dis ça fonctionne. Bien, c'est trop dit. Voilà, à certains niveaux, je sais qu'à l'approche de la saison des pluies, les services ils sortent, ils essaient de faire le constat des différents caniveaux et maintenant voir comment ils peuvent faire un chemin pour pouvoir faire curer les caniveaux et faire partir les sachets pour que pendant la saison des pluies, qu'il n'y ait pas de problème. Mais ce n'est pas à tout moment. Parce que vous voyez que pour regarder les images qu'on vient de voir, pour faire tout ce travail-là, c'est pas facile. Voilà, les simples agents qui sont assis dans les différentes mairies, ils ne peuvent pas faire ça. Mais je pense qu'avec IMO, là, il y avait un projet IMO où on prenait les jeunes pour faire le curage des caniveaux. Voilà, quand on sortait dans la ville, on voyait qu'à tout moment, les jeunes sont là, ils enèvent. Malgré qu'ils enèvent, il y a des gens encore qui reviennent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Sinon, si on peut faire une opération de nettoyage des caniveaux et puis peut-être même faire intervenir les jeunes du quartier. Mais est-ce qu'après ce nettoyage-là, est-ce qu'on ne va pas vivre les mêmes problèmes? C'est ça le problème. Moi, je me dis qu'on devait toujours faire comme le président Thomas Sankara disait. Si c'est devant ta porte qu'il y a des caniveaux, ou bien c'est devant où tu vas. Chacun protège son carré. On fait 1 mètre carré ou bien 20, voilà. Chacun essaie de protéger sa devanture. Donc à tout le monde ça doit être propre. Donc tu ne dois pas laisser, même si les autres qui sont de l'autre côté donc chacun doit protéger au fur et à mesure. Si on avance comme ça, je pense que ça serait mieux. Mais si chaque fois on dit que c'est l'État, c'est la mairie, non, c'est nous-mêmes l'État. Avant que la mairie ne vienne là, il faut être propre devant ta cour ou bien devant ta boutique. C'est ça. Mais si vous déversez, vous faites le tuyau des toilettes, ça va. Et c'est la mairie qui est venue faire. Non, c'est vous d'abord. Ça même, ils sont conscients et ils le font. Et je pense qu'entre-temps, la mairie donc, de Ouagadougou, bon, même comme les choses ne sont plus tellement en place, mais en tout cas, la mairie de Ouagadougou avait pris... On dit que l'administration, c'est une continuité, justement, donc ça doit continuer. Voilà. La mairie de Ouagadougou avait pris cette mesure-là pour dire de ne plus creuser, en fait, les puits perdus hors de la cour. Donc, je pense qu'en même temps, c'est interdit, bien sûr, de relier le tuyau de vos toilettes au caniveau. Donc, je pense que ça devrait, si on contrôlait régulièrement, quand même, on allait pouvoir sanctionner beaucoup de personnes. Mais on va sanctionner. D'accord. Youssef, on s'attaque aux conséquences? Oui, les conséquences ici, il faut dire que s'il y a ces caniveaux qui sont bouchés, et pendant la saison des pluies, il y a des accidents mortels. Vous savez que l'année passée, pas l'année passée, cette année même, lors de la pluie, vers Karpala, il y a des enfants qui sont partis. Voilà. Donc, il y a aussi les mauvaises odeurs. Vous êtes assis dans votre coin, vous ne pouvez même pas respirer. Tout ça parce que c'est bouché avec des ordures ménagées, du n'importe quoi. C'est pas bon. Voilà. Il y a aussi des déchets de poulet. De poulet, de n'importe quoi. Je suis désolée, nos amis bandeurs surtout, de poulet. Faut les interpeller surtout. Oui, ils partent jeter en fait les ordures. Après les plumages donc, de leurs poulets, ils partent jeter dans les caniveaux aussi. Oui. Il y a d'autres même qui vident les WC et ils vont mettre dans les caniveaux. Oui. Voilà, donc il y a les moustiques, voilà, il y a les mouches et il y a le palu qui est là. Les maladies. La vraie chose, ce qu'on peut ajouter ici, ce qui peut être encore plus grave là, ce sont les inondations. Oui. Voilà, on dit que ma maison est tombée, mais c'est parce que l'eau n'arrive pas à circuler, l'eau n'arrive pas à passer. Et l'eau prend autre virage et paf, les maisons s'écroulent. On dit que donc c'est vous-même d'abord. Il faut essayer de faire ce qui est bon avant que les autorités communales viennent faire le reste. Bien sûr. Oui, donc il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Alors Youssef, est-ce que quelque part aussi il y a peut-être un moyen de contrôler l'utilisation de ces caniveaux? Oui, un moyen, c'est trop dit. Le moyen, c'est vous. Sur les caniveaux, si c'est les caniveaux qui passent devant les boutiques, qui passent, voilà, chacun est installé, il voit. Donc, c'est vous qui devez contrôler le premier, avant que la mairie ne vienne avec ses jardins de temps en temps faire des passages. Si c'est dans la ville, la mairie sort et ils vont voir est-ce qu'à quel niveau c'est bouché, pas bouché. Oui. Voilà, mais c'est vous d'abord. Voilà, c'est comme... vous, là, c'est vous, hein, c'est vous, voilà. Quand on dit c'est vous, c'est la population. D'accord. Voilà, nous sommes là-dedans, c'est la population. Parce que quand on vous donne la parcelle, je prends un exemple, votre parcelle, et vous construisez, est-ce que vous allez
accepter que quelqu'un vienne devant votre porte déverser des ordures. Vous Non, allez prendre, non, vous allez bien prendre soin. C'est-à-dire que vous avez un mètre de votre mur. Chaque fois, vous prenez soin de ça. Donc, c'est la même chose. Les caniveaux qu'on a construits pour vous, prenez soin de ces caniveaux. Donc, vous êtes les premiers observateurs, les premiers contrôleurs de ces caniveaux-là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Youssef, pour conscientiser encore la population à peut-être mieux prendre soin de ces caniveaux construits par l'autorité publique? Bon, on va à chaque fois dire faut sensibiliser, faut éduquer, faut sensibiliser, faut éduquer. Oui, c'est vrai qu'il faut les sensibiliser par rapport à l'importance des caniveaux, parce que ça aide à l'évacuation des eaux usées et ça aide aussi à ce qu'il n'y ait pas d'inondation quand il y a des problèmes. Il faut aussi aujourd'hui dire aux gens que d'autres vont dire qu'ils ont construit les caniveaux et puis c'est pas couvert, que ça y est à ciel ouvert. C'est vrai, même si ça y est à ciel ouvert, vous devez faire quand même l'effort de ne pas vous-même transporter vos ordures, aller verser là-bas. Voilà, si c'est la nature là qui amène, ça c'est autre chose. Voilà. Il faut éviter aussi de connecter vos eaux usées là directement avec les réseaux d'évacuation. Voilà. Ça c'est pas bon. Voilà, quand vous faites cela, c'est pas bon. Ça va amener que les caniveaux seront bouchés. Mais si vous faites cela, ça va aider. La mairie aussi va jouer son rôle. Nous, la population, on doit jouer notre rôle. La mairie doit jouer son rôle aussi. Et ensemble, la ville sera propre, les caniveaux seront propres, l'eau va circuler normalement, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de maisons écroulées. D'accord. Merci Karosamba pour ce thème. C'est tellement intéressant de parler de caniveaux bouchés. Et puis bien sûr, on va interpeller encore la mairie à surtout accentuer sur les poubelles, les bacs à ordures publics, même si pour certains, ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont toujours laisser le bac à ordures pour aller jeter les ordures dehors. Mais il faut, pourquoi pas encore sensibiliser et surtout disponibiliser ces bacs à ordures dans les quartiers. Ça va accompagner les populations. Parce qu'aujourd'hui, on a des sociétés de ramassage d'ordures, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir donc les services de ces sociétés. Merci en tout cas pour ces conseils. Et puis bien sûr, Youssef l'a dit, repartir au temps de la révolution. Vous avez vécu ça? Non, pas moi, mais Youssef a vécu donc cette période où vraiment le maître mot, en tout cas l'objectif ou la règle, c'était de protéger, de rendre son lieu propre. Si soi-même on rend son lieu propre, sa devanture propre, et que chacun faisait pareil, ça veut dire qu'automatiquement, bien sûr, toute la ville sera propre. Nous espérons que le message est bien passé. C'est ici qu'on va se dire au revoir, Youssef, et merci aussi aux fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Rendez-vous mercredi pour d'autres aventures et pour d'autres chroniques. Portez-vous bien, on se dit au revoir.